Bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence dédiée à l'Afrique. Je suis Valentine Dupérat, je représente le cabinet de courtage AU Group. Nous sommes spécialisés dans l'assurance crédit et le financement des créances commerciales. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Ruben Nizar, qui est économiste chez Coface, spécialiste de l'Afrique subsaharienne. Bonjour. Et Charles-Ernest Armand, qui est CFO du groupe EPC. Bonjour. Voilà, donc en réalité, il n'existe pas une Afrique, mais bien différentes régions, avec néanmoins des dynamiques communes, comme on va pouvoir le voir. Aujourd'hui encore, on entendait que l'Afrique du Sud sortait de récession, ce qui n'est pas le cas de tous les pays. Je vous propose de commencer cette webconférence avec l'analyse de Coface des risques en Afrique, et notamment Afrique subsaharienne. Effectivement, la difficulté pour appréhender le continent africain et les risques sur le continent africain, c'est qu'il y a une palette de risques aussi nombreuse qu'il y a de pays. Il y a donc 49 pays en Afrique subsaharienne, 49 nuances de risques en Afrique subsaharienne. Il y a néanmoins des challenges communs. Il est possible de faire des regroupements régionaux qui permettent de mieux appréhender le risque et de mieux comprendre les dynamiques et les diverses dynamiques qui animent le continent. Alors, ces dynamiques, on peut en identifier 4. Il y a en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est des dynamiques de croissance qui sont assez fortes et qui sont soutenues notamment par l'investissement public dans les infrastructures et dans le développement des infrastructures. Il y a en Afrique centrale une dynamique beaucoup plus difficile en revanche, qui est liée essentiellement à la baisse des cours des matières premières et du pétrole en particulier, qui ont affecté les économies d'Afrique centrale qui, pour la plupart, sont productrices et exportatrices nettes de pétrole. Et puis, il y a une quatrième région, l'Afrique australe, dont la dynamique dépend à la fois des cours des matières premières et des minerais, avec là aussi une dynamique qui a été rendue difficile ces dernières années par l'évolution des cours des différentes matières premières, mais aussi par l'évolution en Afrique du Sud, qui ces dernières années a été très difficile et reste très difficile. Après, à l'échelle du continent, il y a des challenges communs sur les difficultés sur les infrastructures et les déficits d'infrastructures de la zone, sur des environnements réglementaires et politiques qui sont là aussi parfois difficiles à lire et qu'il faut bien connaître pour maîtriser. Il y a, et ça c'est plus conjoncturel et ça dépend de l'actualité, des risques politiques, plus récemment des risques sur la dette. Il y a eu également, en lien avec ces chocs sur les matières premières, des développements et des chocs sur les devises, avec un risque de change, un risque de transfert, un risque de liquidité très fort sur certains pays d'Afrique, donc essentiellement en Afrique centrale et en Afrique australe. Je peux compléter un petit peu en vous donnant des exemples en fait de ces risques que Ruben mentionnait. Le risque politique reste très présent sur la zone africaine, et ce risque politique il se traduit et il est très souvent lié au calendrier électoral, puisqu'en fait avant les élections, il y a souvent une dynamique économique qui se crée parce qu'il y a construction d'infrastructures, donc ça va donner une petite accélération au business. Par contre, après les élections, il y a souvent des problématiques d'émeutes, d'insécurité temporaire qui peuvent se créer, plus ou moins temporaires d'ailleurs, et ça, c'est une matérialisation très concrète en fait de ce risque politique. Il y a un deuxième point qu'il faut noter également, qui est un risque fiscal. On a des administrations fiscales en Afrique qui sont, on va dire, très tatillonnes et qui multiplient les contrôles sur les entreprises privées. Et donc, voilà, c'est très important. On a un cadre fiscal qui est maintenant relativement bien stabilisé grâce à l'OHADA. Beaucoup de pays, notamment de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, adhèrent au code OHADA. Et donc, il est assez facile d'être en conformité, en fait, avec le code OHADA. C'est très important parce que les débats sont nombreux et fréquents avec l'administration fiscale. On a aussi, et ça Ruben le mentionnait, le problème de liquidité. Très concrètement, pour expliquer ce qu'est un risque de liquidité, c'est quand vous voulez faire vous avez votre filiale qui est au Cameroun par exemple, ou au Congo, elle a besoin de faire un virement sur une offshore vers l'Europe.
les devises sont pas toujours disponibles. Donc le virement, il peut prendre quelquefois une semaine, quelquefois un mois à être traité. C'est pas des problèmes définitifs, ça veut pas dire qu'il y a un blocage des changes, mais les changes restent parfois compliqués quand il y a des problématiques de devises non disponibles en fait dans le pays. Et puis dernier point qui est important à suivre, c'est le risque de crédit. En Afrique, voilà, il n'y a pas que des bons payeurs. Donc la sélection des clients est très importante et je pense que c'est un point aujourd'hui essentiel de travailler avec un assureur crédit pour mesurer le risque qu'on prend quand on signe un contrat avec une contrepartie. C'est souvent quelque chose d'assez différent de ce qu'on peut voir en Europe parce que les comptes ne sont pas toujours disponibles. La notion d'historique de paiement est très importante et plus importante encore que pour d'autres continents, mais c'est un atout important, je pense, quand on aborde les pays africains. On va y revenir, mais Charles Ernest, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quels ont été les premiers pas de l'aventure d'EPC en Afrique? Alors EPC, d'abord un mot, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas le groupe EPC. Le groupe EPC, en fait, c'est un des leaders mondiaux de la production et de la mise en œuvre des explosifs civils, donc à destination des carrières, des mines et des travaux publics. Voilà, donc on est un groupe d'origine française et présent dans plus de 40 pays dans le monde, et notamment en Afrique, c'est sans doute la raison de ma présence ici. Alors EPC en Afrique, c'est une vieille histoire. Ça commence dans les années 50, EPC s'installe au Maroc, puis très rapidement sur tous les pays du golfe de Guinée et de l'Afrique de l'Ouest, donc Sénégal, Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, Guinée, Congo, Brazzaville. Voilà, avec au départ en fait des comptoirs commerciaux. On vend des produits en France et on a des comptoirs de vente en fait, des filiales de distribution de ces produits. Et à partir du début des années 2000, en fait, on commence à fabriquer sur place. Et aujourd'hui, effectivement, un certain nombre de ces filiales ont un outil de production propre pour le développement et le suivi de leur marché. On a fait un très gros investissement en Côte d'Ivoire. À partir de 2011-2012, à la fin de la guerre civile, on a cru très vite à la Côte d'Ivoire en voyant le potentiel minier et puis le rôle central qu'a toujours joué la Côte d'Ivoire dans la région. On s'est dit il faut absolument revenir en Côte d'Ivoire et on s'est installé. Aujourd'hui, on a une filiale qui compte un peu plus de 150 personnes localement en Côte d'Ivoire. Et puis, donc, nos derniers développements en Afrique, en fait, sont plutôt des développements export, c'est-à-dire là, pas d'implantation locale, mais de la vente de produits export. Et c'est sur l'Afrique de l'Est, à partir, en fait, de nos bases, puisqu'on a deux filiales importantes dans le Golfe, une aux Émirats et surtout une en Arabie Saoudite, qui nous permet, en fait, d'aborder les marchés d'Afrique de l'Est, et notamment l'Éthiopie. Oui, effectivement, et ces développements, oui, ces développements sont un petit peu en ligne avec la dynamique qu'on observe en Afrique de l'Est, qui est un petit peu similaire et qu'on peut rapprocher par certains aspects à celle que l'on trouve en Afrique de l'Ouest, avec une croissance donc tirée par l'investissement public et des pays qui comptent parmi les plus dynamiques au monde depuis quasiment une dizaine d'années. Donc parmi ces pays, il y a l'Éthiopie que vous mentionniez, mais il y a aussi le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda, qui ont connu des développements économiques très fort ces dernières années. Alors, il y a effectivement un effet de base très important, c'est-à-dire que c'est des pays qui sont sortis d'un niveau de pauvreté très élevé et qui, par la force de l'investissement public, sont en train de mener le développement économique de leur pays pour tenter d'amener leur pays au statut de pays à revenus moyens et essayer de soutenir ce développement. Donc évidemment, ça offre énormément d'opportunités pour des entreprises comme par exemple EPC dans le secteur des travaux publics qui est très dynamique en Éthiopie ces dernières années. On parle de risques, on parle d'opportunités de développement. Pour vous, Ruben, est-ce que l'explosion démographique en Afrique est plus un facteur de risque ou une opportunité? La question de la démographie en Afrique a été très importante et très largement traitée ces dernières années. Dans un premier temps, elle a largement été vue comme un atout majeur parce qu'il y a cette théorie économique du dividende démographique qui pourrait permettre de soutenir une dynamique de croissance forte tirée par la consommation.
Alors qu'est-ce que c'est que cette logique de dividende démographique? C'est l'idée selon laquelle, en période de transition démographique, c'est-à-dire de baisse de la mortalité et de baisse de la natalité, on a une classe moyenne qui émerge, qui est plus puissante, qui est plus capable de consommer et qui donc soutient une croissance forte. Donc ça, c'est la théorie. En revanche, ces dernières années, il y a quelques doutes sur la capacité de l'Afrique subsaharienne à pleinement profiter de ce dividende démographique. Et c'est lié à un élément majeur, c'est que la baisse le taux de fécondité en Afrique, donc le nombre d'enfants par femme, reste très élevé, même s'il est sur un déclin. Pour des raisons culturelles et religieuses, le nombre d'enfants par femme reste à près de 5 en moyenne en Afrique subsaharienne. Donc ce qui est très élevé, et ce qui fait que le nombre de personnes dépendantes et le nombre de personnes qui ne participent pas à l'économie, c'est-à-dire les personnes qui ont en dessous de 25 ans et qui sont au-dessus de 65 ans, pour schématiser, constituent la majeure partie de la population. Et ce sont des populations qu'il faut éduquer, nourrir, donc qui coûtent plus cher qu'elles ne rapportent. Donc c'est pour ça que ces dernières années, il y a des doutes, d'autant plus que la dynamique a été difficile dans certains pays d'Afrique et que le PIB a cru plus lentement. Quand le PIB croît plus lentement, ça veut dire que le PIB par tête stagne ou décline, ce qui veut dire que la richesse par habitant ne progresse pas et donc qu'on n'a pas cette émergence de classe moyenne. L'autre problème, c'est que s'il n'y a pas de croissance économique, les créations d'emplois sont plus rares. Et s'il n'y a pas de création d'emplois, il est plus difficile aux populations d'accéder au statut de classe moyenne. Moi, je voudrais aller un petit peu à l'encontre du paysage décrit par Ruben, qui pourrait laisser croire effectivement que cette démographie est une sorte de fatalité. Moi, je crois que dans les pays où ça se passe bien, c'est-à-dire où la croissance économique est supérieure à la croissance démographique, ça reste un formidable moteur. Dans des pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal, aujourd'hui, on a quand même l'émergence d'une classe moyenne et on a un besoin d'infrastructures. Alors, il faut que les pays puissent s'offrir ces infrastructures, mais il y a un fort besoin d'infrastructures qui, aujourd'hui, se réalisent, en partie grâce aux sociétés chinoises, on en reparlera plus tard. Mais donc, il y a voilà, ce développement, il arrive quand ça se passe bien, quand la croissance est supérieure à la croissance démographique. C'est vrai que dans les pays où la croissance est inférieure à la croissance démographique, là, ça crée des très fortes tensions et ça conduit souvent à des problématiques politiques, parce qu'on a ce type de difficultés. Peut-être un exemple qui est tout à fait représentatif des difficultés que peuvent connaître des pays au développement démographique très important et qui sont confrontés à des difficultés économiques, c'est le Nigeria. Le Nigeria a été très durement affecté par la baisse des prix du pétrole. La croissance et le pays était même en récession en 2016, c'est-à-dire que la croissance a été négative. C'était la première fois que ça arrivait au pays depuis 25 ans. Et dans le même temps, la croissance de la population, elle continue au rythme d'à peu près 2,5-3% par an. Et on se retrouve, alors que c'est déjà un contexte politique difficile en divers points, dans une situation qui est encore plus tendue, notamment dans le golfe de Guinée, avec des tensions politiques qui sont nées de cette mauvaise répartition du dividende et d'un dividende qui n'arrive pas aux populations. Il y a un autre point, moi, qui me paraît quand même important à souligner, c'est la qualité aujourd'hui de la formation d'un certain nombre de personnes dans les élites économiques africaines. Aujourd'hui, on a des gens extrêmement bien formés qui se sont formés en France, aux États-Unis, au Canada notamment, et qui reviennent pour bénéficier dans les pays où il y a de la croissance. Là, on est bien d'accord sur ce point. Mais ça fait revenir au pays un certain nombre de nationaux qui ont acquis par leurs études et souvent par une première expérience professionnelle, voire une expérience professionnelle confirmée, une expérience très riche et qui mettent aujourd'hui, je dirais, au service du développement de leur pays parce qu'ils y voient tout simplement une capacité pour eux, en fait, de connaître un développement professionnel très fort. Et donc, on trouve aujourd'hui dans de très nombreux pays africains des collaborateurs bien formés qui aident au développement des entreprises. Alors j'ai une question d'un internaute, de Pascal,
qui nous demande sur le risque fiscal. Si vous pouvez dire un mot sur le remboursement des crédits TVA, y voyez-vous un risque majeur? Est-ce que pour vous c'est... C'est un risque majeur, c'est une très bonne question de Pascal donc, parce qu'il arrive parfois que du fait de la structure des activités qu'on mène dans un pays, en particulier si on vend à des sociétés qui sont exonérées de TVA, ce qui est souvent le cas des entreprises minières par exemple, on va être amené à payer de la TVA et en fait on va se trouver en fait avec une créance de TVA sur l'État. Et ça pose un problème parce que de très nombreux pays sont assez impécunieux et tardent à rembourser ces créances. Maintenant, c'est un sujet qu'il faut traiter avec énormément de rigueur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de construire les dossiers, de faire les dossiers, de présenter les dossiers. Il y a un dossier que nous avons eu à traiter par exemple au Sénégal, qui s'est terminé par un arbitrage fiscal au plus haut niveau de l'administration sénégalaise, et pour lequel nous avons obtenu le remboursement du crédit de TVA. Il y a d'autres pays, comme la Guinée par exemple, où ce sera plus compliqué. C'est vraiment à regarder au cas par cas. Il faut se faire conseiller par des conseillers fiscaux locaux qui vous permettront de trouver effectivement les bonnes manières. Mais attention à un business model, et c'est pour ça que la question de Pascal est très bonne, attention à un business model qui conduit à créer cette créance de TVA parce qu'elle va peser dans un premier temps sur le BFR et peut-être, in fine, constituer une charge. Voilà. Donc à surveiller de très près. Je vous propose de passer à la présence des entreprises françaises en Afrique. Qu'en pensez-vous, Ruben? Alors, COFAS a publié une étude particulièrement sur le sujet des exportations françaises en Afrique au mois de juin, et parce que nous estimions que nous voulions voir sur le long cours comment évoluer les exportations françaises vers l'Afrique. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans le cadre de cette étude, le constat est sans appel. Généralement, on retrouve des nuances importantes. Là, le constat, c'est que les exportations et les parts de marché de la France sur le continent africain sont sur le déclin. Donc, en 2001, les parts de marché à l'exportation des entreprises françaises étaient de 11%. En 2017, elles n'étaient plus que de 5,5%. Donc, les parts de marché françaises ont été divisées par 2. C'est une vraie problématique, et cette dynamique de déclin des exportations françaises et de déclin des parts de marché françaises plutôt se retrouve dans l'intégralité des pays d'Afrique. Non pas seulement dans les pays d'Afrique francophone où la présence française était très forte au début du millénaire, mais aussi dans des pays où la présence française était un petit peu plus anecdotique, où la France n'a pas progressé et a même régressé en termes de parts de marché. Heureusement qu'on a des contre-exemples et des expériences positives. Oui, donc pour nous, l'expérience africaine ne ressemble pas du tout à ça, puisque pour nous, on a plus que doublé notre chiffre d'affaires sur la zone en 5 ans. Alors, il est vrai que ce n'est pas du chiffre d'affaires export. C'est-à-dire qu'une grande partie du chiffre d'affaires est aujourd'hui générée par nos filiales basées en Afrique. Donc, effectivement, si on parle... Elles sont comprises dans vos statistiques? Alors, nos statistiques, et ce dont je parle, c'est le déclin des parts de marché. Donc, c'est-à-dire, quand on compare exportation, quand on regarde l'évolution des exportations par rapport aux autres pays. Les autres pays grignotent des parts de marché à la France, et notamment la Chine, on y reviendra. Néanmoins, quand on regarde en valeur, effectivement, les exportations françaises ont progressé, les exportations françaises vers le continent ont progressé. Donc, il y a le volume effectivement croît, mais croît moins rapidement que le gâteau, comme vous le signalez. Voilà. Et par rapport à cette présence des entreprises chinoises, Charles-Ernest? Pour nous, clairement, les Chinois, c'est nos premiers clients. Aujourd'hui, en Afrique, du fait de notre métier, où on travaille pour les mines et les grands chantiers de TP,
les entreprises chinoises ont pris une place tout à fait prépondérante dans de très nombreux pays d'Afrique. Elles ont permis, je le disais tout à l'heure, de développer les infrastructures. C'est-à-dire que c'est des projets, il y a certains projets qui étaient dans les cartons depuis 40 ans et qui ne sortaient pas. Voilà, on parlait de voies ferrées, d'aménagements portuaires, d'autoroutes qui mettaient 15 ans à faire 10 km. Et c'est vrai que depuis l'arrivée des entreprises chinoises, il faut reconnaître qu'il y a eu un véritable développement des infrastructures. Et nous, on a très vite fait le choix d'accompagner en fait les grands du BTP chinois pour leur fournir les produits explosifs dont ils avaient besoin pour conduire leurs opérations. Voilà, donc pour nous, on y voit plutôt une opportunité. On voit aujourd'hui un retour d'un certain nombre de grands groupes de BTP français sur des opérations plus techniques. Je pense notamment au barrage de Kiriba en Zambie, qui est un très beau projet en fait de rénovation de cet immense barrage sur le fleuve Zambèze et qui donc a été pris en fait par la société Rasel qui sous-traite sa partie minage à EPC et qui a été attribué à une entreprise française essentiellement du fait de la très grande technicité du travail qu'il y avait à faire, puisqu'on intervient sur un barrage existant dont il s'agit de consolider en fait les fondations. Voilà. Donc et on a d'autres, il y a d'autres appels d'offres qui font que je pense qu'il y a aujourd'hui une vraie réaction, on va dire, des grands exportateurs et des grands du BTP français sur le continent. Alors, 2 points effectivement sur la présence chinoise en Afrique. Alors, ce qui est intéressant effectivement, c'est cette idée de complémentarité qui est potentiellement une opportunité pour les entreprises françaises pour un développement futur. Le cas des secteurs des mines est particulièrement intéressant puisque le modèle commercial sur lequel est basée en grande partie la relation économique sino-africaine s'est basé sur des exportations africaines de produits bruts et de matières premières, notamment minières, vers la Chine, et de l'autre côté, des importations de biens manufacturés, de biens d'équipement qui servent notamment à la construction des infrastructures. Donc il y a cette idée effectivement de complémentarité si on est dans les bons secteurs, mais sur les secteurs du BTP, je nuancerais peut-être un petit peu le propos parce que on voit une vraie concurrence chinoise pour les sociétés françaises. Alors c'est confirmé notamment par certains discours politiques et sur je ne vous rejoins pas forcément sur la technicité des projets, puisque ces dernières années, certaines autorités politiques, notamment au Bénin, notamment au Ghana, ont souligné que les financements chinois étaient plus rapides et permettaient aussi d'avoir des infrastructures d'excellente qualité et de qualité au moins équivalente aux infrastructures que pouvaient construire les Européens et les Français en particulier, à des conditions beaucoup plus favorables. Et ça a été une vraie problématique ces dernières années et qui explique en partie la progression de la Chine sur le continent africain. Vous avez prononcé un mot qui est très très important, qui est le mot financement. Et financement. C'est-à-dire que, certes, c'est effectivement des fournitures très compétitives, mais c'est surtout que les Chinois arrivent avec les financements. Et donc, de très nombreux marchés, en fait, sont captés et préemptés par les entreprises chinoises parce qu'ils sont sur financement chinois. Et sans doute, il y a eu aussi peut-être un ralentissement, ça je ne connais pas les données macroéconomiques, mais des financements publics ou des financements export depuis la France au bénéfice des entreprises françaises. C'est vrai que la question des financements, la question des financements est centrale. L'un des éléments qui rend difficile l'analyse sur ce sujet, c'est l'opacité des données chinoises sur les financements. Ils sont massifs. Vous dites, ils sont massifs. Sur le terrain, ils sont massifs. Ils sont massifs lors des forums. Ça sera l'objet d'une prochaine webconférence. lors des forums Chine-Afrique qui se tiennent tous les 3 ans, et lors des 2 derniers, donc en 2015 et en 2018, la Chine a promis 60 milliards de dollars de financement pour le continent africain. Donc ce sont des financements qui prennent la forme de prêts, d'aide et également d'investissements.
Alors la ventilation exacte de ces financements est difficile, mais 60 milliards de dollars, ça donne une idée de l'ampleur des projets chinois sur le continent africain, surtout quand on les met en perspective avec les stocks d'IDE, les stocks d'investissement direct étrangers qui peuvent exister sur le continent des pays occidentaux. Quand on regarde les États-Unis, c'est à peu près 55 milliards de stocks d'IDE en 2016. Le Royaume-Uni et la France, c'est à peu près 50 milliards. Aujourd'hui, la Chine est juste derrière, avec 45 milliards à peu près de dollars de stocks d'IDE dans les pays africains. Donc la progression de la Chine a été spectaculaire sur les 15 dernières années et va se poursuivre, elle va très certainement rejoindre sur le plan des investissements les pays occidentaux qui sont des bailleurs de fonds traditionnels des pays africains. Alors Ruben, quelles pourraient être les autres clés de développement en Afrique? On en a une ici voilà. qui est déjà profiter du développement économique et des opportunités qu'offre la présence chinoise. L'autre élément qui est très important, c'est de bien cibler ces marchés et d'aller sur des marchés nouveaux. Aujourd'hui, quand on regarde les marchés à l'export de la France, ils restent essentiellement concentrés sur les pays d'Afrique francophone. Alors, il y a effectivement des opportunités très fortes sur la Côte d'Ivoire, sur le Sénégal, sur la Guinée qui ont été cités ici. Il y en aura également en Afrique centrale sur des pays qui aujourd'hui connaissent des difficultés, mais qui pour autant n'ont pas tiré un trait sur le développement économique et continuent et relancent la machine de l'investissement public à partir depuis que les prix du pétrole ont remonté ces derniers mois. Donc il y a des pays à regarder qui sont en plus très proches des marchés francophones. Je pense notamment au Nigeria, qui aujourd'hui connaît des difficultés, mais qui offre des opportunités importantes. Je pense au Ghana, qui a connu une dynamique très importante et très forte ces dernières années. Et je pense aussi aux pays d'Afrique de l'Est, que j'ai déjà mentionné, avec l'Éthiopie, avec le Kenya, avec potentiellement la Tanzanie. L'Afrique australe présente aussi des opportunités, avec en premier lieu l'Afrique du Sud, qui reste aujourd'hui le pays le plus développé d'Afrique subsaharienne et qui pourrait permettre de mettre un pied sur le continent avec, après tout dépend effectivement des secteurs et des intérêts de chaque entreprise. Mais c'est une opportunité certaine de développement pour les entreprises françaises. Charles-Ernest Je pense que c'est effectivement une superbe opportunité de développement. Je pense qu'il faut bien cibler son marché. Et là, je rejoins tout à fait Ruben. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire son analyse sur chaque pays. Il y a 49 pays, vous disiez ça au début, donc 49 marchés différents. Donc il faut vraiment le regarder et voir sur le marché considéré, le pays considéré, quelle est la valeur ajoutée qu'on peut apporter dans le pays en question. Une partie de cette valeur ajoutée, il ne faut pas le minorer. Le fait l'Afrique francophone reste un terrain très favorable pour les entreprises françaises, extrêmement favorable parce qu'il y a une proximité culturelle très forte et que c'est aussi très compliqué, très compliqué pour les anglophones de faire du business en Afrique francophone. Donc, en élément comparatif, c'est aussi très important parce qu'on a une sorte d'avantage comparatif que nos amis anglophones ont dans d'autres pays du monde. Donc, c'est vrai que c'est un atout. Le deuxième atout et le deuxième critère, je dirais, de choix, nous, ça a aussi été des rencontres. Et ça a aussi été des dirigeants, des cadres moyens ou supérieurs, nationaux de certains pays, qui ont été pour nous l'occasion d'investir dans ces pays. Donc vous encouragez le mix C'est-à-dire que nous, absolument, on embauche en France des Ivoiriens, des Sénégalais, des gens qui viennent effectivement apprendre les compétences et qui auront qui ont pour vocation en fait de réaliser et de prendre la direction en fait d'entités locales, parce que le contexte africain nécessite vraiment une implantation avec des nationaux, parce qu'il y a un aspect tribal qui reste très important. Dans de très nombreux pays, il y a une logique avec des ethnies qui ont pas le même rôle dans la société. Certaines doivent être plus politiques, d'autres plus commerçantes, plus dans le monde des affaires. Et donc, c'est très important d'avoir les clés de ce monde-là.
c'est totalement impossible à décrypter depuis le 11e arrondissement de Paris ou le 8e ou même la banlieue parisienne, c'est juste impossible. Et donc c'est très important d'être relayé par des gens de qualité localement, et c'est ça aussi qui va faire le succès d'une implantation, c'est de se faire, voilà, d'avoir repéré les bonnes personnes qui vont porter le projet localement. Si je peux apporter 2 éléments de précision sur effectivement l'Afrique francophone. L'Afrique francophone reste effectivement un terreau très favorable pour les entreprises françaises. Dans notre étude, nous avons utilisé un modèle économétrique nous permettant d'identifier les opportunités, et il est évident que les marchés francophones, les marchés d'Afrique francophone restent un terreau favorable. Deuxième élément, sur la nécessité de s'appuyer sur les nationaux et sur une main-d'œuvre locale. Je pense effectivement que c'est crucial. Ça apporte effectivement une connaissance du terrain qui est nécessaire pour naviguer des environnements qui peuvent être parfois difficilement lisibles. Et je pense également que ça deviendra une nécessité dans les prochaines années. Dès aujourd'hui, les gouvernements nationaux, pour favoriser l'emploi, exigent et demandent à ce que les nationaux soient intégrés au processus et soient intégrés au développement économique et commercial. Donc ça me paraît effectivement essentiel et une ressource de grande qualité. Et une des clés, ça a été aussi pour nous la mise en place de centres de formation en Afrique. Donc nous, on délivre un diplôme qui s'appelle le CPT, qui est un diplôme de minage, et on est la référence sur toute l'Afrique de l'Ouest pour la délivrance de ce diplôme. Ça veut dire que tous les gens qui travaillent dans le secteur de la mine ou dans le secteur des carrières ont été en contact avec EPC d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est aussi un fantastique vecteur de développement, puisqu'en fait, les responsables de demain, c'est les mineurs d'aujourd'hui qui seront les chefs d'exploitation demain sur les mines et dans les carrières. Et donc, c'est très important d'être présent dès leur formation professionnelle initiale. Alors, on a une question de David. Alors, c'est vrai qu'on parle plus d'Afrique subsaharienne. Une question sur l'Algérie. Quelle est la situation pour vous, Ruben, sur l'Algérie ? Alors, sur l'Algérie, la situation aujourd'hui reste très compliquée d'un point de vue économique, parce que l'économie entière a été mise sous pression par l'évolution des cours du pétrole, qu'à cela s'ajoute un déclin progressif de la production pétrolière algérienne, qui est lié à l'arrivée à maturité de certains champs pétroliers, qui fait qu'il y a plus de risques qui s'accumulent sur l'Algérie. S'y ajoute un contexte politique et une actualité politique toujours plus difficile, avec des élections qui se profilent dans quelques mois, où a priori le président Bouteflika sera de nouveau candidat, et qui pourrait aussi être un facteur de tension sociale en Algérie. Vous êtes présent en Algérie ? Nous ne sommes pas présents en Algérie. D'accord, peut-être prochainement. Une autre question qui nous vient donc de Gérard. Est-ce compliqué d'avoir de l'information en Afrique ? Donc il faut entendre par là sur ces acheteurs, bien entendu. Je pense qu'on peut tous les deux répondre à cette question. Ça reste très difficile. Au niveau macroéconomique, les outils de suivi sont encore très lacunaires. Alors, il y a des différences assez importantes entre chaque pays. L'outil statistique en Afrique du Sud est très développé, par exemple. En Afrique du Nord, ça dépend des pays, mais il y a des pays où c'est plutôt pas mal. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ces dernières années des programmes d'amélioration du suivi de la statistique. Ensuite, au niveau entreprise, et je pense que vous pouvez en parler mieux que moi, l'information n'arrive pas toujours dans les meilleurs délais. Il y a souvent des retards dans l'information, et quand l'information arrive. Voilà. Effectivement, c'est ce que je mentionnais au départ sur l'intérêt d'un programme d'assurance crédit, c'est de mutualiser le peu d'informations disponibles pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Voilà. Mais il y a de l'information formelle, il y a de l'information informelle, il y a aussi le réseau bancaire, il y a les problématiques de change qui peuvent parfois guider, c'est-à-dire de savoir quelle société dispose de certaines réserves de change ou pas dans les clients. Il y a les problématiques
problématiques voilà, qui sont liées à la dépendance aussi du client vis-à-vis des États. Parce que très souvent, en fait, on se retrouve avec un espèce d'effet en chaîne, puisque l'État est souvent assez impécunieux, paye mal, et donc il y a voilà, une chaîne de sous-traitance qui fait que, à un moment ou à un autre, on va se retrouver dans des difficultés de paiement liées au départ à un défaut ou un grand retard de paiement de l'État. Donc c'est des choses à surveiller. On y arrive, hein, mais ça nécessite une attention particulière et là aussi une présence locale bien structurée. Alors à propos de présence locale, on a une question qui nous vient de Sylvain et qui nous demande à partir de quel niveau de chiffre d'affaires vous avez commencé à embaucher localement? Est-ce que ça a été comme ça que ça s'est produit d'ailleurs? Est-ce que vous avez attendu d'avoir atteint un certain seuil de chiffre d'affaires pour commencer à embaucher localement? Dans notre activité, comme je vous disais, en fait, les activités ont été lancées par des nationaux. D'accord. Donc, alors, parfois, c'était des binationaux, donc qui étaient à la fois embauchés en... Ah ben oui, mais c'est souvent le cas idéal, le binational, hein, c'est quand même la personne qui est loyale à la fois à l'entreprise, à son pays, et je pense que c'est un bon schéma. Et donc voilà, oui, on embauche très très rapidement, dans notre activité en tout cas, des nationaux dans les pays où on est implanté. Très bien. Quelle serait, Charles-Ernest, une prochaine destination pour vous? Alors j'écoute avec attention les conseils de Ruben, et c'est un sujet sur lequel on a déjà réfléchi. Effectivement, pour nous, ce serait un développement sur l'Afrique anglophone, parce qu'on pense que sur un certain nombre de pays, on a des choses à apporter. Et donc on regarde ça, et il y a quand même une vraie intégration régionale qui commence à se mettre en place. Je pense notamment à des pays comme le Ghana, par exemple, mais je pense aussi à des pays comme la Mauritanie, qui se stabilisent actuellement et où il y a des opportunités intéressantes. Voilà, donc il y a encore beaucoup à faire sur ce continent. Nous, on a une politique qui est aussi sécuritaire vis-à-vis de nos expatriés et vis-à-vis des voyages en fait dans un certain nombre de pays, qui rendent certains pays, vous mentionniez le Nigeria par exemple, pour nous ça reste une grosse difficulté qu'on n'a pas évoquée jusqu'ici, mais qui est au-delà du simple, on parle des problèmes politiques, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est aussi la sécurité de ses collaborateurs, et pour nous ça reste un point absolument majeur. Peut-être une dernière question pour Ruben, qui nous vient donc de Pascal. Quand on parle en fait d'une prospection qui soit plutôt ciblée sur un groupe de pays, est-ce qu'il faut entendre sur des zones de libre-échange ou plutôt des zones où on a une facilité de transfert de biens et de circulation de personnes? Alors, il faut entendre qu'il faut bien choisir le pays où commencer. Être sûr qu'on a un avantage comparatif sur ce marché-là. Après, effectivement, les zones monétaires et économiques diverses qui peuvent exister en Afrique peuvent être un argument de choix pour un développement suivant. Effectivement, l'Afrique francophone, à ce titre, est intéressante, puisque dans le cadre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dans le cadre de la CEMAC, donc de la communauté des États d'Afrique centrale, il y aura éventuellement des facilités pour ensuite une expansion régionale. Ça peut être un élément de réflexion, effectivement. Après, il faut faire attention à ce type de développement parce que les intégrations régionales sont encore imparfaites et continuent aujourd'hui. Il faut également faire attention parce que les échanges entre pays africains restent très faibles et donc parce que les réseaux d'infrastructures sont encore insuffisants, même s'ils se développent, même s'ils progressent, ils restent aujourd'hui insuffisants. C'est notamment le cas en Afrique de l'Est. Donc c'est des problématiques qu'il faut avoir en tête, et c'est pour ça qu'après ça dépend des secteurs et des activités que l'on veut développer. Je mettrais quand même un focus sur je pense que c'est important d'être
de s'installer sur un pays sur la côte. Pour des questions de logistique, les transports restent compliqués en Afrique, donc c'est les grands ports qui vont aussi dicter souvent le premier endroit d'implantation. Et puis ces pays de la côte ont souvent un peu une arrière-cour. C'est-à-dire qu'on constate qu'il y a des très anciennes routes commerciales qui structurent assez fondamentalement le continent. On voit par exemple que un point d'entrée naturel pour la Centrafrique et le Tchad, c'est le Cameroun, que nous, on utilise en fait comme base pour réexporter en fait sur les pays derrière. La Côte d'Ivoire, par exemple, est un très bon point d'accès pour le Burkina. Aussi, on va trouver pareil le Sénégal et le Mali qui ont des liens historiques très forts. Donc je pense que cette implantation sur la côte facilite quand même l'arrivée des produits. C'est assez basique, mais il ne faut pas l'oublier non plus quand on réfléchit à une implantation d'entreprise. Très bien. Mais écoutez, on a parlé donc d'approche ciblée, on a parlé également d'une croissance qui doit passer par un appui sur une confiance envers les populations locales. On a parlé également de maîtrise des risques. Je vous propose en tous les cas d'en finir là. Peut-être une dernière question, de Géorgia sur les prévisions. Quelles sont les prévisions pour l'évolution des disponibilités de devises en 2019 et particulièrement au Congo? Alors, quel Congo Quel Congo, oui. J'imagine le Congo Brazzaville. Alors, la difficulté aujourd'hui, c'est que beaucoup de pays ont connu des chocs sur leur compte extérieur très important avec la baisse des prix des matières premières, et c'est notamment le cas du Congo Brazzaville et du Congo RDC. Ce sont deux pays qui ont vu leurs réserves de change. Alors pour le Congo, ce sont des réserves d'échange qui sont consolidées au niveau de la CEMAC, qui ont baissé et qui donc en cas de nouveau choc, et on le voit actuellement avec des prix du pétrole qui sur le dernier mois ont baissé de près de 35%, peuvent poser un nouveau risque sur ces pays. Sur le Congo, la problématique de liquidité pourrait de nouveau se représenter dans ce cadre-là. En plus, on observe une montée des risques extérieurs avec un sentiment plus négatif envers les émergents, comme on l'a vu avec la Turquie, avec l'Argentine ces derniers mois, qui pourrait aussi toucher quelques pays africains. C'est une montée des risques commerciaux avec ces tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, qui sont deux partenaires commerciaux majeurs en Afrique et qui pourraient de nouveau poser des problèmes sur les comptes extérieurs des pays africains. Donc ça reste une vraie problématique et une vraie source de risque en 2019. Sur le Congo, la problématique se posera d'autant plus que si des programmes FMI avec 4 pays de la zone CEMAC ont permis d'alléger la pression sur les réserves et sur la disponibilité de devises, la problématique reste entière, car sur le Congo, par exemple, il n'y a pas d'accords FMI qui ont été trouvés. Donc pas d'injection de nouvelles liquidités qui ont permis d'alléger un petit peu plus la situation. Voilà, donc ce sont quelques-uns des éléments qui font que sur le risque de liquidité, nous restons très prudents. Donc nous avons publié au mois d'avril une publication sur le risque de change qui expliquait qu'effectivement le risque de change était en retrait en Afrique en 2017 et en 2018. Néanmoins, il pourrait rapidement se réinviter parce que les divers éléments qui permettent d'éviter un choc ont été sérieusement rognés pendant la crise pétrolière en 2016. Voilà, je vous propose de retrouver donc toutes ces publications sur les sites internet donc de COFACE et d'AU Group, et je vous remercie pour votre participation. Merci.